vous connaissez ce moment où votre vie parfaitement organisée, celle que vous avez construite brique coûteuse après brique coûteuse, décide de s'enflammer spontanément juste sous vos yeux. Ouais, ça, c'était mon mercredi 23 octobre 2024. Moi, Charlotte Meunier, une avocate d'affaires de 38 ans dont l'existence quotidienne tournait autour des heures facturables et du démantèlement stratégique de la partie adverse, j'étais censé rentrer chez moi à Paris. Au lieu de cela, ma berline de luxe, témoignage étincelant de mon ambition implacable, a décidé de mettre en scène une panne dramatique à Beaulieu, en Normandie. Une ville si pittoresque qu'elle utilisait probablement encore le bas débit et pensait que, artisanal, désignait un épouvantail particulièrement bien conçu. Et juste au moment où j'étais sur le point d'appeler mon mari, Benoît, monsieur prévisible, monsieur parfait, monsieur je trie nos épices par couleur, je l'ai vu. Lui, mon Benoît, riant, tenant la main d'une rousse flamboyante nommée Christelle, dont Laura hurlait pratiquement « Je sens le patchouli et les choix de vie douteux ». Apparemment, trouver la deuxième famille de son mari sur Facebook n'est pas ce qu'on entend par « élargir son réseau social ». C'était une trahison en direct, sans scénario, et j'étais le membre du public sans méfiance qui a soudainement réalisé quelle était la vedette du spectacle. Le choc initial m'a frappé comme une vague scélérate. Mon cerveau, habituellement un processeur à haute vitesse pour des arguments juridiques complexes, a momentanément bugué. Benoît. Mon Benoît. L'homme qui considérait une virée spontanée au supermarché comme une aventure sauvage. L'homme qui repassait ses chaussettes et organisait méticuleusement sa collection de cravates par nuances et par tissus. Il rayonnait d'une joie authentique et pure avec une autre femme. Une femme qui avait l'air de sortir tout juste d'une communauté d'esprit libre. Mon premier réflexe n'a pas été de pleurer, ni de crier, ni même de jeter mon escarpin à talons haut contre la vitrine du « grain de café », le café étrangement vibrant d'où il sortait. Non, mon premier réflexe, affiné par des années de litiges d'entreprise, était de l'analyse pure et dure, preuve. Mon deuxième réflexe a été de penser, est-ce une caméra cachée ? Est-ce que je me fais piéger par une émission de farce, genre version 2003 ? Parce que ce niveau d'absurdité provinciale ressemblait moins à la réalité qu'à une sitcom mal écrite. Jusqu'à ce moment précis, ma vie avait été un tableur de réussite méticuleusement planifié. 12 ans de mariage avec Benoît, 39 ans, conseiller financier dont le profil LinkedIn hurlait pratiquement, digne de confiance, et, pilier de la communauté. Nous vivions dans une charmante maison bourgeoise à Saint-Cloud, une banlieue chic de l'ouest parisien, le genre avec une pelouse parfaitement entretenue, un garage pour 2 voitures et un Leroy Merlin à quelques minutes de route. Nous étions le couple qui organisait des dîners de bon goût, faisait du bénévolat au refuge pour animaux locaux et avait un compte d'épargne commun qui ferait pleurer d'envie la plupart des gens. Nous étions le rêve français, soigneusement emballé avec un ruban. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Ma situation actuelle, bloquée à Beaulieu, Normandie, une ville qui semblait exister uniquement pour prouver que le voyage dans le temps était possible, car on aurait dit que 1985 avait vomi sur la place de l'église. Ma berline de luxe, symbole de ma carrière durement gagnée, avait rendu son dernier souffle juste devant le grain de café. L'ironie ne m'a pas échappé. Mon train-train quotidien, mon « délit grain », venait de faire un détour très inattendu dans la 4e dimension de l'infidélité conjugale. Je me souviens de la seconde exacte. Mon téléphone était dans ma main, prêt à composer le numéro de Benoît, mon supposé chevalier en armure financièrement stable. Je formulais déjà mon ton frustré mais toujours professionnel, prêt à expliquer le désagrément d'une batterie à plat. Puis, à travers la vitre légèrement crasseuse de ma voiture morte, je les ai vus. Benoît, mon Benoît, en train de rire. Et pas n'importe quel rire. Ce rire profond et désinhibé qu'il réservait habituellement au soir de match quand le PSG marquait un but. Ou à mes histoires d'enfance les plus embarrassantes impliquant une permanente douteuse et une pièce de théâtre scolaire. Et puis la tenue de main, une étreinte intime et décontractée comme si c'était la chose la plus naturelle au monde avec une femme. Une femme que je n'avais jamais vue auparavant, avec des cheveux roux flamboyants qui semblaient avoir été coiffés par une équipe de créatures des bois et un sourire si large qu'il menaçait d'engloutir son visage. Christelle. Le nom a surgi dans ma tête grâce à un aperçu fugace de son badge alors qu'elle se tournait pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Christelle sonnait comme un souvenir bon marché d'une attraction de bord de route. Mon sang, habituellement un flux constant de caféine et d'ambition, a commencé à bouillir. Ce n'était pas juste un cœur brisé. C'était une insulte à mon intelligence. Pensait-il que je ne remarquerais rien ? Pensait-il que je ne tomberais pas un jour sur son petit projet parallèle,
son éveil spirituel dans une ville qui n'avait probablement même pas de feu de circulation fonctionnel le week-end. Le silence dans ma voiture en panne était assourdissant, amplifiant le bruit de mes propres pensées qui se mettaient en place. Il ne s'agissait pas seulement d'une voiture cassée. Il s'agissait d'une confiance brisée, d'une illusion fracassée. Et moi, Charlotte Meunier, je n'allais pas être l'épouse éplorée dans un téléfilm de l'après-midi sur TF1. Oh non, j'étais sur le point de devenir l'avocate principale de mon propre drame juridique personnel. Et Benoît et sa petite rousse étaient sur le point d'affronter l'adversaire le plus redoutable qu'ils aient jamais rencontré. Ils n'avaient aucune idée de la personne à qui ils s'attaquaient. La partie, comme on dit, était officiellement lancée, et je jouais pour gagner. La question n'était pas de savoir s'ils allaient payer, mais à quel point ce serait spectaculaire et avec quel niveau d'humiliation publique. Ce n'était pas juste un divorce. C'était une OPA hostile sur ma propre histoire. Ma première tâche, après que le choc initial se soit dissipé et que la fureur froide et dure se soit installée, a été de faire remorquer ma voiture. Pas chez le mécanicien habituel de Benoît, évidemment. Ce serait trop normal, trop traçable, trop comme si je faisais encore partie de sa vie parfaitement orchestrée. J'ai trouvé un garage local, le garage de Beaulieu, qui semblait ne pas avoir vu de rénovation depuis avant l'invention d'Internet. Le mécanicien, un homme grisonnant nommé Marcel, dont la salopette semblait tenir par la seule force de la volonté et des décennies de cambouis, a promis d'y jeter un coup d'œil avant la prochaine ère glaciaire. Parfait, chérie. Cela me donnait du temps. Du temps pour ruminer, du temps pour planifier, et surtout, du temps pour observer. Je me suis installé dans le seul hôtel de la ville, l'auberge du Vieux Moulin, qui portait bien son nom en ressemblant à un décor de film d'horreur à petit budget, avec une enseigne au néon clignotante et une faible odeur de moisissure. Mais au moins, il y avait le Wi-Fi, car même au milieu d'une crise conjugale existentielle, une fille a besoin de ses renseignements. Mon monologue intérieur pendant ces premières heures était une masterclass d'humour noir et d'auto-préservation. Ma vie parfaite venait de devenir un téléfilm dramatique, et j'étais clairement la protagoniste sans méfiance sur le point d'avoir son montage de vengeance. Benoît, l'homme qui scrutait chaque ligne de notre budget mensuel, investissait apparemment dans une toute nouvelle vie, avec un gourou spirituel et une ville qui n'avait probablement même pas de monoprix. Il ressemblait soudainement moins à un conseiller financier dévoué et plus à un personnage d'une mauvaise sitcom, essayant désespérément d'échapper à sa propre réalité banale. Toutes ces soirées tardives au bureau, les tournois de golf du week-end qui semblaient toujours l'emmener hors de la ville, surtout dans des endroits vaguement en province ou à la campagne. Ce n'étaient pas seulement des excuses. C'étaient des alibis méticuleusement élaborés. Et moi qui pensais qu'il était juste un bourreau de travail comme moi, seulement avec un meilleur swing de golf et une appréciation plus profonde pour les tableurs. Il s'avère que ces voyages d'affaires étaient en fait des entretiens d'embauche pour une nouvelle famille, une nouvelle identité et un tout nouveau niveau de trahison. Je me suis immédiatement transformé en profilé du FBI sur Christelle. Une recherche rapide sur Google, quelques clics sur les réseaux sociaux, et boum, Christelle Bellefeuille, coach en bien-être holistique et guide spirituel. Mes yeux ont failli rouler hors de ma tête si fort qu'ils auraient pu atterrir dans la tasse de café rassis à côté de moi. Benoît, l'homme qui se moquait du choucal, pensait que la pleine conscience était une sorte de fromage coûteux et considérait une marche rapide autour du pâté de maison comme son pic d'activité physique, s'était accoquiné avec une femme qui brûlait probablement de la sauge, parlait aux cristaux et prêchait la manifestation de l'abondance. L'ironie était si épaisse qu'on pouvait l'étaler sur une tartine et la servir à un buffet participatif. Son Instagram était un kaléidoscope de poses de yoga sur des sommets de montagne, probablement retouchés, de citations inspirantes sur la manifestation de sa meilleure vie et de photos de smoothies bio qui ressemblaient étrangement à de l'écume de mare. Cela dégageait une ambiance de désastre total, mais sur un ton très serein et terreux, avec un filtre qui donnait l'impression que tout baignait dans une heure dorée perpétuelle. Plus je faisais défiler, plus les micro-agressions de mon mariage me revenaient en mémoire, maintenant recontextualisées comme des drapeaux rouges néons éblouissants. Les rejets subtils de ma carrière par Benoît. Es-tu sûr de vouloir prendre une autre grosse affaire, chérie? Tu travailles si dur. Peut-être devrais-tu faire une pause. Te concentrer sur nous. Son soutien qui ressemblait toujours plus à du contrôle. Je m'occupe des finances. Toi, concentre-toi simplement sur ton grand cerveau d'avocate. Pas besoin de t'inquiéter des chiffres, chérie. Il me donnait toujours l'impression que la femme forte et indépendante était un rôle que je jouais pour le monde. Mais à la maison, j'étais juste censé être son acolyte parfaitement compétente, un accessoire bien habillé.
Il me manipulait pour me faire croire que mon épuisement était de ma faute, et non un symptôme du poids d'un travail très stressant et d'un mariage où je faisais clairement tout le travail émotionnel. Es-tu sûr que tu n'es pas juste stressée, Charlotte? Tu sembles un peu à cran. Peut-être as-tu besoin d'un peu de temps pour toi. Oh, j'étais à cran. Très bien. Au bord d'une falaise, sur le point de le pousser avec un sourire et un dossier juridique parfaitement rédigé. L'indignation s'accumulait comme un accident de train au ralenti. Je me suis souvenu de Noël l'année dernière, quand la mère de Benoît, béni soit son cœur passif-agressif, m'avait demandé si j'allais un jour ralentir et me concentrer sur ce qui compte vraiment, comme une famille. Benoît avait juste souri, l'image du mari solidaire, alors que j'avais envie de lui jeter la sauce au marron au visage. Maintenant, je réalisais que ce sourire n'était pas du soutien. C'était de la complicité. Ils voulaient tous que je sois moins, que je rétrécisse pour que Benoît puisse être plus, disponible pour sa vie secrète. Son éveil spirituel avec une femme qui croyait probablement plus au cycle lunaire qu'aux cycles fiscaux. J'ai passé les 2 jours suivants à Beaulieu, vivant de café tiède et de pâtisserie d'hôtel Racize, mais mon cerveau était en feu. J'ai observé Benoît et Christelle à distance comme une espionne de banlieue. Ils ont pris un brunch au grain de café, sont allés faire des promenades dans la nature, Christelle en lin fluide, Benoît dans son polo de golf habituel, semblant profondément mal à l'aise alors qu'il essayait de suivre son rythme énergique, et ont même assisté à un cercle de tambour communautaire. J'ai failli m'étouffer avec mon café à celui-là, en imaginant Benoît, monsieur entreprise, taper sur un djembé. Ce n'était pas une passade. C'était une affaire d'éveil spirituel mangeuse de granola à part entière. Benoît vivait une toute autre vie. Une vie à laquelle je n'étais clairement pas invité, et à laquelle je ne voudrais jamais l'être. La rage était maintenant un instrument froid et précis. Je n'étais pas seulement en colère. J'étais offensé. Offensé par l'audace, le laisser-aller, le manque de respect absolu. Ils étaient sur le point d'apprendre qu'une avocate bafouée n'est pas seulement une femme avec un cœur brisé. C'est une femme avec un diplôme de droit très coûteux, un penchant pour la justice poétique et une résolution inébranlable. Et je ne faisais que commencer. Le vrai spectacle, celui où je pouvais écrire le scénario, était sur le point de commencer. Mon congé sabbatique forcé et inattendu à Beaulieu n'était pas seulement pour le traitement émotionnel et les commentaires sarcastiques. C'était pour la reconnaissance. Une plongée profonde dans les eaux troubles de la double vie de mon mari. Être avocate d'affaires signifie qu'on apprend à creuser. On apprend à relier des points que personne d'autre ne voit. À passer au crible des montagnes de données pour trouver cette information cruciale qui peut renverser une affaire. Et plus je creusais dans le petit fantasme de Benoît à Beaulieu, plus les choses devenaient pourries. Ce n'était pas juste une simple liaison. C'était un stratagème financier méticuleusement construit avec Christelle Bellefeuille comme actrice clé, bien que potentiellement involontaire. Ou du moins, c'est ce que je pensais au début. La découverte cruciale est venue d'une annonce immobilière locale. Benoît investissait dans une série de retraites de bien-être, boutiques, à Beaulieu, des propriétés que Christelle était censée gérer et promouvoir dans le cadre de son empire holistique. Sur le papier, cela semblait être une entreprise parallèle légitime, bien qu'un peu farfelue et trop optimiste. Mais mes yeux d'aigle juridique, habitués à repérer les signaux d'alarme à des kilomètres, ont immédiatement repéré les incohérences. Les propriétés étaient achetées par l'intermédiaire d'une série de sociétés écrans enregistrées dans un pays connu pour son laxisme en matière de surveillance financière. Le Luxembourg, bien sûr, la destination privilégiée de quiconque veut cacher quelque chose en Europe. Et les fonds, ils transitaient par une série labyrinthique de comptes offshore, les rendant incroyablement difficiles à tracer. Des comptes qui, après une inspection plus approfondie, étaient liés à certains des clients fortunés de Benoît. Des clients à qui il avait conseillé d'investir dans ces mêmes retraites, leur promettant des rendements incroyables et des avantages fiscaux. Ma mâchoire n'est pas seulement tombée. Elle a heurté la moquette collante de l'hôtel avec un bruit sourd, envoyant un petit nuage de moutons de poussière s'éparpiller. Ce n'était pas seulement de l'infidélité. C'était de la fraude financière. Mon mari ne me trompait pas seulement. Il escroquait potentiellement ses clients, blanchissait de l'argent et construisait un empire secret basé sur des mensonges et du charabia spirituel. Il s'avère que, jusqu'à ce que la mort nous sépare, ne couvre pas la découverte de la remplaçante de son mari et son inculpation judiciaire. Mon diplôme de droit n'était pas seulement pour les fusions d'entreprises et les négociations de contrats complexes. Il s'avère qu'il était également excellent pour démanteler les contrats de mariage frauduleux et exposer la criminalité en col blanc.
Le choc initial de la trahison s'est transformé en une détermination focalisée comme un laser. La douleur émotionnelle était toujours là, une douleur sourde en arrière-plan, un rappel constant de la confiance brisée, mais elle était éclipsée par le frisson exaltant de la chasse. C'était une affaire complexe à enjeux élevés, et j'allais la gagner. Pas seulement pour moi-même, pour ma propre justification, mais pour chaque client sans méfiance que Benoît avait dupé dans son petit schéma de bien-être. C'était plus grand que juste nous. C'était une question de justice. J'ai immédiatement appelé Olivia, ma meilleure amie et une brillante avocate plaidante de mon cabinet, connue pour son esprit vif et son esprit juridique encore plus tranchant. Je lui ai donné la version abrégée, ponctuée de ma touche sarcastique habituelle, en faisant les 100 pas dans ma minuscule chambre d'hôtel. Alors, tu te souviens que Benoît travaillait toujours tard sur ces grosses affaires trop sensibles pour être discutées? Il s'avère que l'affaire était une spiritualiste rousse, une ville oubliée par le temps et une chaîne de Ponzi de plusieurs millions d'euros déguisée en centre de guérison holistique. Olivia, béni soit son cœur, n'a même pas bronché. Elle a juste laissé échapper un sifflement bas. Charlotte, tu trouves toujours les cas les plus intéressants. Envoie-moi tout, chaque détail. Nous ferons de cela une étude de cas sur la trahison. Elle était mon allié indéfectible, mon bras droit juridique, et la seule personne qui comprenait vraiment la marque particulière de chaos qu'était ma vie et comment l'utiliser comme une arme. Au cours des semaines suivantes, de retour à Paris, je me suis méticuleusement préparé. Je n'ai pas confronté Benoît. Pas encore. Ce serait trop facile, trop satisfaisant à court terme, et totalement préjudiciable à ma stratégie à long terme. J'ai joué le rôle de l'épouse occupée, légèrement distante, absorbée par son travail, remarquant à peine ses voyages d'affaires à Beaulieu. Benoît, inconscient, semblait presque soulagé. Il pensait probablement que j'étais juste mon moi habituel, accro au travail, trop concentré sur les heures facturables et les rachats d'entreprises pour remarquer ces petites escapades spirituelles. Il n'avait aucune idée que je construisais un dossier contre lui qui ferait imploser sa vie soigneusement construite plus vite qu'un château de cartes dans un ouragan. J'ai rassemblé des dossiers financiers, tracé des transactions, compilé des preuves de ses sollicitations de clients pour ses retraites, et j'ai même trouvé le vrai passé, beaucoup moins spirituel, de Christelle. Une ancienne agente immobilière avec un historique de transactions douteuses et un penchant pour les disparitions. Elle n'était pas seulement une spiritualiste naïve. Elle était une participante volontaire, peut-être même l'architecte de la fraude. L'humour dans tout cela était sombre, délicieux. Imaginez Benoît, l'homme qui équilibrait méticuleusement notre chéquier au centime près, s'empêtrer dans une arnaque aussi désordonnée et peu sophistiquée. C'était comme regarder un costume parfaitement taillé s'effilocher en un tas de fils de polyester bon marché. L'anticipation était presque insupportable. Je me sentais comme une araignée tissant une magnifique toile complexe, et Benoît et Christelle étaient des mouches parfaitement inconscientes bourdonnant de plus en plus près, attirées par la promesse d'argent facile et d'illumination spirituelle. Chaque fois que Benoît mentionnait nonchalamment un voyage d'affaires à Beaulieu ou une retraite qu'il supervisait, je souriais doucement, proposant de lui emballer des barres protéinées bio supplémentaires ou un nouveau coussin de méditation. L'ironie était un repas gastronomique, un festin pour mon âme vengeresse. Je me préparais non seulement à un divorce, mais à un démantèlement public, un règlement de comptes professionnels et personnels qui ne laisserait aucune pierre non retournée, aucun mensonge non exposé. Et quand cela arriverait, ce serait rapide, précis et totalement dévastateur. La scène était prête, les acteurs étaient en place et le rideau était sur le point de se lever sur la performance la plus satisfaisante de ma vie. Benoît m'avait sous-estimé, et c'était sa première et dernière erreur fatale. Le jour du jugement est arrivé, non pas avec un bang, mais avec un dépôt légal méticuleusement planifié, une symphonie de paperasse conçue pour démanteler une vie. J'ai choisi un lundi matin, le début de la semaine de travail, quand Benoît serait le plus confiant, le plus en contrôle, se prélassant dans la lueur de son supposé succès. Il avait une grande présentation client prévue, un argumentaire majeur pour un nouveau fonds d'investissement soi-disant lucratif. Probablement une autre de ces arnaques de bien-être spirituel juste relookée. Il était vêtu de son costume de pouvoir habituel, rayonnant d'un air de succès intouchable, ses cheveux parfaitement coiffés, sa mallette étincelante. Il m'a même donné un baiser sur la joue avant de partir, complètement inconscient, l'ombre d'un sourire jouant sur ses lèvres. « Souhaite-moi bonne chance, chérie », a-t-il dit, la voix débordante d'importance personnelle. « Merde pour ta présentation », ai-je répondu, une lueur malicieuse dans les yeux qu'il a heureusement manqué, trop absorbé dans sa propre bulle d'autosatisfaction.
Mon plan ne concernait pas seulement le divorce. Il s'agissait d'exposer la fraude financière. Je ne voulais pas de son argent. Je voulais que sa réputation, sa façade soigneusement construite, s'effondre devant tous ceux qui croyaient en lui, tous ceux qui l'avaient un jour arnaqué. Avec Olivia à mes côtés, une force formidable à part entière, nous avons déposé les papiers du divorce, un document juridique standard, bien que chargé d'émotions. Mais ce n'était que l'apéritif. Le plat principal était un procès civil distinct, beaucoup plus dommageable, contre Benoît et Christelle détaillant le stratagème d'investissement frauduleux, avec des preuves accablantes de fraude électronique, de fausses déclarations et un modèle clair de tromperie. Simultanément, nous avons alerté anonymement les autorités de régulation financière, l'AMF, Autorité des marchés financiers, et le fisc, en leur fournissant une montagne de preuves irréfutables, relevés bancaires, échanges de mets, appels téléphoniques enregistrés et la vérification des antécédents peu reluisants de Christelle. L'exécution était impeccable, comme un ballet de destruction parfaitement chorégraphié. Chaque étape chronométrée à la perfection. Le premier domino est tombé à 10 heures précises. Alors que Benoît était au milieu d'une phrase de sa présentation, vantant probablement les vertus des portefeuilles diversifiés et du capitalisme conscient, son téléphone a vibré avec une alerte d'urgence de sa banque. Ses comptes personnels et professionnels, ainsi que ceux de ses sociétés écrans, étaient gelés. Simultanément, un huissier de justice, un homme costaud au visage impassible, est entré directement dans son bureau, non pas avec un bouquet, mais avec une pile de documents juridiques. Les papiers du divorce et le procès civil. L'expression de son visage, telle que décrite par un collègue très amusé qui a plus tard vendu la mèche autour d'un martini de célébration, était inestimable. Il est passé de maître de l'univers à biche prise dans les phares plus vite qu'on ne peut dire détournement de fond. Sa mâchoire est tombée et il avait l'air d'avoir vu un fantôme ou une inculpation judiciaire. Les conséquences ont été immédiates et catastrophiques. La nouvelle des comptes gelés et du procès s'est répandue comme une traînée de poudre dans son cabinet, un nuage toxique de scandales. Les clients ont commencé à retirer leurs investissements en masse. Réalisant qu'ils avaient été dupés, les autorités de régulation financière ont lancé une enquête à grande échelle, leurs agents envahissant son bureau, saisissant ordinateurs et documents. Christelle, pendant ce temps, a été signifiée dans l'une de ses retraites de bien-être à Beaulieu en pleine séance de méditation, entourée de ses adeptes crédules. J'ai entendu dire qu'elle a crié si fort qu'elle a probablement perturbé la faune locale et brisé tous les cristaux de son sanctuaire de guérison. Son Instagram, autrefois un phare de sérénité fabriqué et de soleil filtré, a été soudainement inondé de commentaires furieux d'investisseurs réclamant leur argent, l'accusant d'être une charlatan et une voleuse. Son personnage de guide spirituel s'est évaporé plus vite que la rosée du matin sur un trottoir brûlant. Les réactions de Benoît ont été une masterclass de déni pathétique, décrite avec délectation par Olivia, qui appréciait les retombées presque autant que moi. Il m'a appelé en hurlant, en bafouillant, m'accusant d'être une sorcière froide et sans cœur, un monstre vindicatif et une croqueuse de diamants. J'ai juste écouté, un petit sourire satisfait jouant sur mes lèvres, mon téléphone sur haut-parleur alors que je sirotais mon café. Benoît, ai-je dit, ma voix calme et posée, une voix d'avocate dénuée d'émotion. Je suis avocate. Je traite des faits, et les faits, chérie, ne sont pas de ton côté. C'est toi qui as construit ce château de cartes, pas moi. Il a essayé de blâmer Christelle, puis moi, puis le système, puis même l'alignement des planètes. C'était une performance comique. Vraiment, une agitation désespérée. Lui, l'homme qui avait toujours une réponse, toujours une réplique parfaitement répétée, n'avait soudainement rien d'autre que des excuses désespérées et le bruit de son propre effondrement. Il était un accident de train, et j'étais le conducteur qui a tiré le frein d'urgence, puis a reculé pour admirer les dégâts. La justice poétique était presque trop belle pour être vraie. Benoît, qui s'enorgueillissait de son sens financier, de ses investissements astucieux, faisait face à la ruine, sa réputation en lambeaux. Christelle, qui avait bâti sa marque sur l'authenticité et la transparence, était exposée comme une escroc, son empire spirituel s'effondrant. Leur petit nid d'amour à Beaulieu, les propriétés de la retraite bien-être, ont été saisies comme actifs, destinés à être vendus pour rembourser les clients floués. L'ironie était délicieuse. Leur romance illicite, construite sur des mensonges et de l'argent volé, est littéralement devenue leur chute. Ils voulaient échapper au train-train de l'entreprise et vivre une vie d'esprit libre. Eh bien, maintenant ils avaient beaucoup de temps libre, probablement dans une très petite pièce fournie par le gouvernement, à contempler leur choix de vie. Il y a eu un dernier rebondissement inattendu.
Au cours de l'enquête financière approfondie, il a été découvert que Benoît n'avait pas seulement escroqué ses clients. Il avait aussi systématiquement détourné des fonds de nos comptes communs pendant des années, les utilisant pour soutenir les entreprises défaillantes de Christelle et financer sa double vie élaborée. Ce n'était pas seulement une liaison secrète. C'était une hémorragie financière calculée à long terme. Une trahison qui coupait encore plus profondément. Cette révélation, bien que douloureuse, a solidifié ma résolution. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de récupérer ce qui m'appartenait légitimement, tant financièrement qu'émotionnellement. Les puissants étaient tombés de leurs piédestaux qu'ils s'étaient eux-mêmes fabriqués, et c'était glorieux à regarder. Ma vie, autrefois un tableur méticuleusement planifié, était maintenant une aventure palpitante et imprévisible, et je ne l'aurais voulu autrement. La vie après l'apocalypse Benoît a été étonnamment moins un désastre total et plus un phénix renaissant de ses cendres, bien qu'un phénix avec un sens de l'humour très sarcastique et une nouvelle appréciation pour les voyages en solo. Le divorce a été finalisé en un temps record. Grâce aux preuves accablantes et irréfutables contre Benoît, il a eu ce qu'il méritait, un avenir financier lourdement scruté, une réputation ternie qui le suivrait comme une mauvaise odeur, et une vie décidément moins parfaite qu'il ne l'avait toujours prétendu. Christelle, fidèle à sa nature éphémère et éthérée, s'est volatilisée, probablement partie pour trouver une nouvelle ville et un nouvel ensemble d'investisseurs sans méfiance pour sa prochaine arnaque spirituelle. Bon débarras. Le monde était un endroit plus sûr sans ses stratagèmes de bien-être. Moi, Charlotte Meunier, j'étais officiellement libre. Et laissez-moi vous dire, la liberté a beaucoup le goût d'un verre de Chablis premier cru parfaitement frais, d'un repas gastronomique à emporter de mon restaurant thaïlandais préféré, et de la douce satisfaction de savoir que vous n'avez pas simplement survécu. Vous avez prospéré. Toute cette épreuve m'a appris quelque chose. Premièrement, ne jamais faire confiance à un homme qui repasse ses chaussettes avec une précision obsessionnelle. C'est le signe qu'il compense quelque chose de bien plus sinistre que des faux plis. Deuxièmement, le karma n'est pas seulement un concept. C'est une procédure judiciaire qui peut être accélérée avec un bon avocat et une montagne de preuves. Et troisièmement, le meilleur genre de perfection n'est pas un mari qui ment, mais une vie que vous construisez vous-même, brique sarcastique par brique sarcastique, sur une fondation de vérité et de respect de soi. Ma maison de banlieue à Saint-Cloud, autrefois symbole de notre fausse perfection partagée, est devenue mon sanctuaire. J'ai immédiatement redécoré, purgeant toute trace du goût beige, prévisible et sûr de Benoît. C'était maintenant un espace vibrant, sans complexe, rempli de couleurs audacieuses, d'art moderne et d'un bar bien garni. Je travaillais toujours dur, probablement plus dur que jamais. Mais maintenant c'était pour moi, pour mon cabinet, pour mes clients, pas pour une illusion partagée. Ma carrière a prospéré. Mes collègues, qui avaient initialement offert leurs condoléances, me regardaient maintenant avec un mélange de crainte, de légère peur et d'un nouveau respect. Charlotte, a dit Olivia un jour autour d'un brunch de célébration dans un endroit branché de Paris. Tu es à la fois un conte moral et une inspiration. Un beau gâchis de la meilleure façon possible. Qui sait comment terrasser une salle d'audience et un mari trompeur? Je l'ai pris comme le plus grand des compliments. Benoît. Aux dernières nouvelles, il vivait dans un petit appartement quelconque dans un quartier peu désirable de la ville, occupant un emploi de bas niveau, essayant probablement encore de convaincre quelqu'un quelque part qu'il était victime des circonstances. Ces réseaux sociaux, autrefois un florilège soigneusement sélectionné de succès et de bonheur, étaient maintenant une ville fantôme, stérile et silencieuse. Plus de selfies sur les terrains de golf. Plus de déjeuners d'affaires soigneusement mis en scène. Plus de fausse modestie à propos de ses investissements. Juste le bourdonnement silencieux d'une vie qui avait été mise à nu. Un contraste frappant avec la façade opulente qu'il maintenait autrefois. C'était un rappel brutal que si l'argent peut acheter beaucoup de choses, des maisons, des voitures, même un guide spirituel, il ne peut pas acheter l'intégrité, le bonheur véritable ou une bonne nuit de sommeil quand la police financière frappe à la porte. Et il ne peut certainement pas racheter une réputation une fois qu'elle a été déchiquetée par une avocate déterminée. Quant à mon propre reflet, je ne suis pas devenue une femme amère et désabusée. Je suis devenue une femme plus sage, plus vive et infiniment plus drôle. L'expérience a été un creuset, brûlant les illusions et laissant derrière elle une version plus forte et plus authentique de moi-même. J'ai appris que parfois les plus grandes trahisons mènent aux plus grandes libérations. J'ai appris à faire confiance à mon instinct. Même quand il hurlait, cet homme est un drapeau rouge ambulant agitant une bannière géante qui dit « fuis ». Et j'ai appris que la meilleure vengeance n'est pas de bien vivre.
c'est de vivre mieux avec un sens de l'humour tueur, une stratégie juridique parfaitement exécutée et la certitude que vous êtes le maître de votre propre histoire. Alors, si jamais vous trouvez votre voiture en panne au milieu de nulle part et qu'il vous arrive d'apercevoir votre partenaire parfait tenant la main d'un guide spirituel qui sent légèrement la sauge et le désespoir, ne désespérez pas. Ne pleurez pas. Ne vous mettez même pas en colère. Souvenez-vous juste de Charlotte Meunier. Parce que parfois, les plus grands rebondissements ne sont que la façon dont l'univers vous dit qu'il est temps d'écrire votre propre fin, bien plus satisfaisante. Et croyez-moi, la mienne a été un best-seller. Point final.